Les Audacieuses, le premier podcast société de Podcasters Media, recueille les confidences de femmes de tous âges, toutes cultures, tous milieux, qui, un jour, ont osé. Osé faire sa mue, osé sortir de sa zone de confort, osé faire bouger les lignes pour soi et les autres, entreprendre ici ou ailleurs, créer, transmettre. Ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français, avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je suis présidente et cofondatrice de Podcasters Media. J'anime le podcast Les Audacieuses et je suis très fière de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Morgane et Sani, vous avez une petite quarantaine et vous faites partie des 5% de femmes que compte la profession de pilote de ligne. Alors pour vous, ce métier ne relève pas plus d'un héritage que d'une envie de petite fille. Comment vous est venue l'envie de voler ? En fait, moi, au départ, je n'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire dans la vie après le bac. Donc j'avais choisi une toute autre direction. J'avais fait une prépa HEC et une école de commerce, l'EDEC, à Lille. En fin de première année d'EDEC et en fin de chaque année d'ailleurs, mais là c'était en fin de première année, on nous demande de faire un stage. On pouvait encore en première année choisir un stage qui n'était pas exactement en rapport avec nos études, quoique. Et j'avais choisi le métier le stage de personnel navigant commercial, c'est-à-dire hôtesse de l'air, stagiaire l'été. Et en fait, quand on est stagiaire comme ça l'été, on s'occupe d'une seule petite partie d'une partie du métier qui est le service à la clientèle, les plateaux, etc. Mais on n'a pas du tout de mission de sécurité ou de sûreté en cas d'évacuation, etc. Donc en général, on me disait, écoute, pour le décollage et puis pour l'atterrissage, tu n'as qu'à aller au cockpit. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et là, écoutez, je ne peux pas vous dire comment, pourquoi, ça a été un véritable coup de foudre. Je me suis dit, voilà ce que j'aurais aimé faire. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé dans ce cockpit ? Quelle a été la magie qui s'est opérée ? Je ne peux pas vous dire. Je me suis sentie bien dans cet environnement. J'ai trouvé ça à la fois stimulant, intéressant, passionnant. Je suppose que les pilotes, comme souvent les pilotes, étaient très contents de ce qu'ils faisaient, donc ça m'a inspirée. Mais ça me semblait totalement inaccessible. J'étais pas du tout dans cette voie-là. C'était pas pour moi. Mais je me suis dit, voilà ce que j'aurais aimé faire. Alors vous aviez quel âge précisément à cette époque-là ? 20 ans, 21 ans ? 24, 25 ans. 25 Ah d'accord. Vous approchez donc des 25 ans. C'est important, on va savoir pourquoi pour la suite. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez changé de direction et comment vous y êtes prise ? Alors, en fait, à la fin de ce stage de PNC, je suis retournée à mon école de commerce. J'ai terminé mes 2 années. Toujours, très souvent, en regardant les avions dans le ciel et en me disant, voilà, ils doivent être en train de faire telle action, ils doivent être en train de faire ça. Je les imaginais. Et je me disais, qu'est-ce qu'ils doivent être bien là-haut. Bon, mais voilà, c'était juste un petit regret. Et puis, j'ai été embauchée en marketing en tant que chef de produit à Strasbourg. Et je faisais très régulièrement les allers-retours vers Paris. Et puis, un jour, je lis dans la presse, complètement par hasard, un article qui concernait la formation de pilotes cadets à Air France. Et je vois que dans les critères, alors évidemment il y avait des ingénieurs, il y avait des diplômes d'ingénieurs ou bien avoir fait maths sup et admissible en maths spé, tout ça, ça ne me concernait pas. Il y avait également un petit encart pour les gens comme moi qui avaient bac plus 5, 2 ans de prépa HEC, 3 ans d'école de commerce et moins de 26 ans. Donc j'ai relu le truc plusieurs fois et effectivement j'entrais dans ces critères. Donc là effectivement je me suis dit c'est peut-être pas si impossible que ça. Et puis lors d'un retour de Strasbourg, parce que je rentrais chez moi régulièrement le week-end, fois où j'allais au cockpit comme souvent, et c'est là qu'intervient la rencontre, plus souvent peuvent intervenir les rencontres dans la vie, une rencontre déterminante, et cette rencontre, elle s'appelle Geneviève, qui était commandant de bord sur le vol. Donc j'ai passé tout le vol au cockpit avec l'équipage, elle et son copilote. On a beaucoup discuté de choses et d'autres. Et puis j'en viens à lui dire que j'ai entendu parler de cette école, de cette formation de cadet Air France, du concours, etc. Et que ça me plairait beaucoup, mais malheureusement il faut postuler le mois prochain et que c'est beaucoup trop rapide, que je ne me suis pas du tout entraînée, qu'il faut que je travaille et que peut-être éventuellement je ferai ça l'année prochaine. Et je me souviens qu'à la fin du vol, elle s'est retournée vers moi, elle me dit « Écoute Morgane, ça fait 1 heure que je discute avec toi.
tu as l'air bien câblée, tu vas présenter ce concours cette année. Ah mais non Geneviève, je suis pas prête. Elle me dit tu présentes le concours cette année parce qu'on ne sait jamais, une nouvelle guerre du Golfe ou aujourd'hui ce serait un nouveau coronavirus et tout s'arrête et on ne sait pas quand ça va reprendre et après tu auras plus de 26 ans, tu pourras plus le faire. Donc j'ai décidé d'écouter Geneviève et j'ai envoyé ma candidature. Geneviève que je salue et que j'ai resalué bien souvent depuis. Et donc, j'ai envoyé ma candidature. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc, Geneviève, c'était une audacieuse qui Ah oui, a passé le relais à une autre audacieuse. Donc, cette fois-ci, qui exactement. s'appelle Morgane. Elle vous a Exactement. donné l'impulsion, la petite impulsion, parce que j'imagine bien que vous aviez mûri pendant tous ces mois et peut-être ces années quand même ce sujet-là. Alors, c'est vrai que c'est pas évident de changer de parcours professionnel. Quand on arrive à 25 ans, les choses sont quand même déjà pas mal enclenchées. Alors, comment ça s'est passé pour vous pour, d'une certaine façon, changer de voie? Alors, donc à partir du moment où j'ai envoyé ma candidature, je me suis mise à travailler. Donc j'avais mes journées de marketing bien remplies. Et puis le soir, j'ai commencé à faire des exercices. Il y avait tout un programme et tout un tas d'examens. Il y avait du français, des maths, des suites logiques. C'était assez varié comme concours. Plein de choses que j'avais pas faites depuis très longtemps. Donc je me suis mise à travailler le soir, le week-end, un peu tout le temps. J'ai eu environ 3 mois de travail avant de passer les sélections. Et puis c'est ce que je dis toujours. En fait, au début, on se dit bon, je le fais pour pas avoir de regrets, mais j'ai vraiment aucune chance, etc. Et puis à force de travailler, à force d'être concentré, on se dit peut-être que ça peut marcher. C'est une idée folle, mais après tout, peut-être qu'en travaillant, je vais y arriver. Et puis on commence à y croire petit à petit. On veut pas y croire, mais on commence à y croire. Cette préparation a duré combien de temps, combien de semaines? Je crois que ça a duré environ 3 mois. De mémoire, c'était à peu près 3 mois. Vous en aviez parlé à votre entourage, à vos parents? Comment l'idée de changer de voie à cet âge-là, on peut, je dirais, en parler et communiquer? Justement, j'en avais pas du tout parlé au départ parce que je me suis dit tout le monde va me dire mais t'es complètement folle de te lancer là-dedans, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Enfin bon, et puis la vie fait qu'au bout d'un moment on est quand même obligé de dire quand on travaille toute la journée, tous les soirs et qu'on sort plus. Il y a certaines personnes à qui on est obligé de dire ce qu'on fait. Mais je l'avais dit à un cercle très restreint, d'amis très intimes que j'avais souvent au téléphone ou que je voyais souvent, à mes parents. Et puis ça s'est arrêté là. Et j'ai été très heureuse parce qu'évidemment, aucun d'entre eux ne m'a découragée. Tout le monde a trouvé ça formidable. Alors tout le monde m'a dit ça risque d'être difficile pour me rassurer en quelque sorte. Mais pas un seul ne m'a démotivée. D'accord, donc beaucoup de bienveillance autour de vous. Certains l'avaient vu venir, je pense notamment à vos parents ou à vos amis proches, ceux dont vous nous parlez, puisqu'ils avaient quand même un peu vu votre attrait, je dirais, pour le cockpit notamment. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils avaient un petit peu en tête ou pas du tout? Eh bien non, pas du tout, parce que je pense que j'avais tellement vu ça comme quelque chose d'impossible que je crois que j'en parlais même pas. Dans ma tête, là, quand un avion passait, je regardais, mais je n'en parlais pas. Vous voyez, je disais, voilà, qu'est-ce qui doit être bien là-haut, mais ça s'arrêtait là. Non, et puis après, ma mère m'a confié que elle me l'avait pas dit, mais qu'évidemment, quand je lui ai dit ça, que j'allais tout arrêter pour faire ça, elle a été évidemment, comme le serait n'importe quelle maman, très inquiète en se disant, oh là là, mais si elle se plante, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être tellement déçue. Elle était très inquiète, mais elle a eu l'intelligence et la générosité de ne pas me le dire. Et elle me l'a dit après, une fois que j'avais réussi. Donc, si je me résume, 2 belles rencontres, un accompagnement très bienveillant. Donc, vous bûchez, vous préparez ce concours et vous le réussissez. Voilà. Et à ce moment-là, quand vous avez le résultat, quel est votre état d'esprit? Ça a été une réaction étonnante parce que la personne m'a appelée, c'était environ 15 jours après. J'étais en train de travailler dans mon bureau en marketing. Et donc, je suis sortie et puis la personne me dit, écoutez, je voulais vous dire que vous étiez admise. Alors, il y a eu un grand blanc. Je comprenais pas ce qu'elle me disait. Parce que je vous ai pas dit, mais les sélections étaient pas évidentes. Et puis l'entretien, ils poussent en fait pour voir si on tient, si on lâche pas les commandes en cas de problème. Ou, vous voyez, donc moi je m'étais sentie complètement nulle aux entretiens, évidemment. Et donc grand blanc, elle me dit mais vous n'êtes pas contente? Je lui dis écoutez, je pense qu'il y a une erreur parce que l'entretien s'est très mal passé, j'ai été ridicule. Ah mais elle me dit vous n'êtes pas la première à me dire ça, mais il voulait tester, il voulait voir si vous ne lâchiez pas les commandes. Alors là, ça a été vraiment plus qu'étonné, vous imaginez. Et depuis ce jour-là, je me dis qu'il faut jamais abandonner. J'ai jamais plus rien abandonné depuis ce jour-là parce que j'avais failli sortir quand même, tellement je me sentais humiliée, pas bonne quoi. Et j'avais failli sortir. Pardon Morgane, quand vous dites lâcher les commandes, expliquez-nous parce que c'est une image où vous étiez à ce moment-là dans un simulateur. Comment ça se passe pour ceux qui n'y connaissent rien comme moi?
Oui, non, c'était vraiment une image pour voir, parce que quand tout se passe bien en vol, mais on est quand même payé pour si jamais ça se passe pas bien, qu'on sache réagir. Et parfois, il faut se battre, ça on le fait beaucoup en simulateur, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais il y a des moments qui sont un peu plus compliqués, où il faut traiter des pannes ou des problèmes, il faut quand même être là, et puis il faut s'accrocher, et puis l'objectif c'est de se poser et que tout le monde soit en vie. Donc, ils veulent voir si on a de la persévérance. Donc, une certaine force de caractère, de la persévérance, comme vous dites, vous en avez eu. Donc, vous avez réussi brillamment ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, vous avez passé la barre et vous vous retrouvez en formation. Comment ça se passe à ce moment-là? Parce que vous êtes quand même dans un univers très différent de celui que vous connaissiez et puis très masculin également. Ah oui, complètement différent. Alors déjà, on était quelques-uns dans ce cas-là. On avait déjà, alors il y avait de tous les âges en fait. Il y avait des très jeunes, mais c'était à partir de 21 ans. Donc pour eux, ça changeait pas réellement grand-chose. Ils continuaient à faire des études, voire ils commençaient leurs études pour ceux qui voulaient faire ça tout de suite, qui ont fait ça assez rapidement après le bac. Et puis il y avait des gens comme moi qui avaient déjà travaillé, qui avaient déjà eu leur appartement, leur vie entre guillemets d'adulte. Et donc on se retrouvait à nouveau dans une vie d'étudiant, sans salaire, et puis à travailler toute la journée, le week-end compris. Donc là, c'est vrai que ça avait créé un certain décalage avec mes amis d'avant, qui eux, contrairement à moi, avaient terminé leurs études, venaient d'être embauchés, et puis commençaient à gagner de l'argent, à partir en week-end, à avoir une vie agréable, vous voyez. Moi, non. Moi, je travaillais, j'étais dans mes bouquins, donc il y a eu un décalage à ce niveau-là. Mais bon, ça m'a pas gêné plus que ça. Hein. Et le fait qu'il y ait beaucoup plus d'hommes que de femmes, c'était quelque chose que vous avez vécu de quelle façon? Très bien, je m'y attendais, et ça m'a pas du tout gêné. Travailler avec des hommes, c'est très agréable. C'est très simple de travailler avec des hommes. J'ai autant travaillé avec des hommes qu'avec des femmes, et c'est très agréable aussi de travailler avec des hommes. Ils sont très directs, c'est bien. Il y a pas d'histoire, il y a pas de chichi, c'est très agréable. Vous avez fait votre formation, vous êtes pilote. On dit pilote de ligne, c'est comme ça qu'on dit? C'est ça. C'est ça, voilà. Vous vous retrouvez aux commandes dans le cockpit cette fois-ci, c'est vous. Ça se passe comment dans sa tête quand on démarre cette nouvelle profession? C'est au début, on n'y croit pas. Je me souviendrai toujours de mon premier vol, de mon premier décollage, parce qu'avant c'était du simulateur, c'était de l'avion léger. Et puis la première fois qu'on commence à voler avec les passagers derrière, ça je m'en souviendrai toute ma vie. C'est un souvenir incroyable. Je me souviens qu'on s'est aligné sur la piste. La tour de contrôle nous a autorisé au décollage. Et là, je sais que j'ai pris peut-être une seconde, peut-être un quart de seconde à vraiment réaliser et à me dire, ça y est, cette fois, c'est à toi de jouer. Et le rêve vraiment devenait réalité à ce moment-là. Après, j'ai pensé à ce que je faisais et j'ai plus le temps de me pencher sur ce que je ressentais. Mais oui, c'est un très très grand moment, très très grand moment. C'était un vol qui durait combien de temps, vous en souvenez? C'était une petite heure. J'étais sur moyen courrier, donc c'était environ 1 heure. Et que j'ai pas vu passer, qui a dû durer 5 minutes. Parce que, évidemment, au début, on est très occupé, on a l'impression que tout va très vite. Et puis après, avec l'expérience, évidemment, on prend plus de recul et les choses deviennent plus routinières, sans jamais être, c'est ça qui est bien dans ce métier, c'est que c'est routinier, mais c'est jamais la même chose et on s'ennuie jamais. Mais au début, c'est vrai qu'on a l'impression que ça va vite. Pourquoi ce métier vous rend heureuse, Morgane? Alors, on sent bien l'excitation, on sent bien la passion, mais si vous deviez conseiller à une jeune femme ou à des jeunes femmes, j'imagine que vous êtes souvent interrogée, qu'est-ce que vous leur dites? Oui, ça arrive souvent, des amis d'amis qui m'appellent. J'ai une amie qui voudrait peut-être être pilote de ligne. Et je réponds souvent à des questions et j'aime beaucoup transmettre ce plaisir-là, justement, ce que je dis toujours en premier, c'est que l'un des points vraiment positifs de ce métier, c'est que c'est un métier plaisir et en même temps pas que de plaisir. C'est un métier de plaisir associé à de l'exigence. Et c'est ça que je trouve très stimulant en fait. Tous les pilotes aiment piloter, c'est vraiment le plaisir du pilotage. Et en même temps, ça demande une exigence, une concentration je vous disais, que je trouve stimulante et passionnante. Comment vous êtes, je veux dire, il y a une formation continue pour les pilotes. Comment ce métier évolue-t-il? Oui, alors je ne sais pas si je réponds à la question que vous posez, mais il y a une formation continue et surtout un contrôle continu. C'est-à-dire que tous les ans, on passe 4 fois au simulateur. Avant, c'était 3 fois, maintenant, je crois que c'est 4 fois. 4 fois 4 heures. Où là, vous n'avez que des pannes, des problèmes, des feux, de tout ce qui peut se passer, qui, Dieu merci, n'arrive pas souvent ou pas jamais, mais il faut encore une fois être préparé pour ça, c'est pour ça qu'on est payé. Et donc, avec des procédures, certaines qu'on doit connaître par cœur parce qu'il faut les sortir très rapidement,
d'autres qui font référence à un manuel pour quand on a un petit peu plus le temps d'examiner les pannes, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Tout ça est très, très cadré. Il y a vraiment une méthode très rigoureuse et il y a aussi des maintiens de compétences au sol. Enfin, on est vraiment très, très surveillé. Très récemment, on parlait des jeunes femmes qui sont amenées à vous questionner. C'est quel type de profil en règle générale? Alors, il y a des profils très, très... Il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de profil type. En général, ce sont des personnes qui approchent du bac, donc qui sont relativement jeunes et qui ont entendu parler de ce métier plutôt par des amis de leurs parents ou en général des jeunes femmes très jeunes qui me demandent ça. J'ai pas eu d'exemple de reconversion avec une femme plus âgée, par exemple. Parce que ça, c'est possible, Morgane, pour celles qui nous écoutent et pour lesquelles votre histoire donnerait quelques petites envies. On peut se reconvertir, oui. On peut se reconvertir. Alors, je connais pas les critères aujourd'hui. Je pense que ce sont à peu près les mêmes. J'imagine que c'est moins de 26 ans ou ça doit pas être très loin de ça. Je pense que les critères sont à peu près les mêmes et ça existe encore aujourd'hui. Alors, évidemment, avec le coronavirus, je sais pas ce que ça va donner. Mais les cadets Air France avaient été fermés pendant un temps. Et là, Air France recrute beaucoup. Donc, les cadets ont réouvert. Voilà, avec le bémol du coronavirus. Et en tout cas, il faut se renseigner là-dessus. Oui. Les cadets, c'est quoi, Morgane? C'est la formation? C'est la formation qui s'appelle comme ça, où on dit aussi les ab initio, c'est-à-dire que des personnes qui n'auraient pas piloté avant, qui était mon cas, ab initio, on part de entre guillemets de rien. C'est Air France qui nous forme de A à Z. Certains avaient déjà volé. Et d'autres comme moi, comme ma binôme qui était une fille aussi qui n'avait pas volé, on n'avait jamais volé, on n'avait pas d'expérience. Et donc ça, il faut savoir que c'est possible, ce qui est quand même extraordinaire, je trouve. C'est rare un métier ou une formation qui ne nécessite pas d'expérience préalable, juste un niveau d'études finalement. Quand les plannings vous sont donnés, qu'est-ce que vous aimez bien y trouver? On regarde en premier la destination. On reste de moins en moins de temps évidemment sur place, mais on regarde évidemment la destination. Et puis on regarde avec qui on vole, mais bon, en général, on se connaît pas, on est tellement nombreux que on se connaît assez peu. Et puis moi, en tant que maman, je regarde évidemment si je pars pas trop longtemps. On a la possibilité de choisir entre des rotations courtes ou des rotations longues qui partent plusieurs jours. Moi, je sais que je suis volontaire rotation courte pour pas m'absenter de la maison trop longtemps pour mon petit. Alors justement, puisque vous parlez de votre petit et qui s'appelle Jules, pour être très précise, c'est facile justement de concilier vie professionnelle avec une vie de famille quand on est pilote de ligne. Alors il y a deux aspects. Il y a un aspect qui n'est pas forcément facile, c'est justement ce sont les absences. On n'est pas là forcément tous les soirs. On n'est parfois pas là le week-end parce que c'est un métier où il n'y a pas de week-end, pas de jour férié. On peut travailler à Noël, on peut travailler le dimanche, on peut travailler le 1er mai. Donc ça, ce serait l'aspect un petit peu difficile. Mais il faut être bien organisé. Il faut avoir des gens de confiance à la maison, que ce soit le conjoint, les parents ou une nourrice. Voilà, il faut pouvoir partir l'esprit tranquille. Et ça se combine bien parce que par ailleurs, c'est un métier qui laisse du temps aussi. C'est un métier fatigant avec des horaires décalés. Ça, c'est un autre point négatif du métier qu'on pourra aborder plus tard. Mais en contrepartie, c'est un métier qui laisse du temps. Quand on se lève à 4 heures du matin, on termine la journée à 14 heures et on peut aller chercher son petit Jules à l'école le soir. Vous voyez, c'est aussi des avantages qu'on n'a pas forcément avec une vie de bureau, comme moi je l'ai connu d'ailleurs, où on part le matin, on rentre le soir relativement tard, de plus en plus tard je trouve, et on a à peine la soirée et c'est comme ça tous les jours et finalement on n'a que le week-end. Donc ça se passe bien en fait. D'accord. Et quand vous absentez, c'est des périodes de combien de jours? Ça dépend. Si on est volontaire de rotation courte comme moi, ça va être souvent un maximum de 2 jours, donc une nuit où on n'est pas là, et on revient le lendemain. On peut enchaîner dès le surlendemain, mais bon, il n'y a jamais, ça arrive, mais c'est rare que ce soit 2 ou 3 nuits de suite. Certains le demandent, certains préfèrent, par exemple, pour les gens qui habitent en province. Il est possible de grouper les rotations, et puis comme ça, parce qu'il y a pas mal de gens qui habitent en province. C'est aussi un des avantages du métier, c'est qu'on n'est pas obligé d'habiter sur sa base. On prend l'avion pour aller travailler. Et voilà, ça c'est pas mal. Donc avec tous ces éléments et tout ce qu'on sait de la vie d'aujourd'hui, je pense que Morgane, vous allez faciliter le recrutement d'un certain nombre de pilotes et qui plus est de pilotes femmes. Alors, puisque le tableau est quand même plutôt sympathique et puis je pense que vous ne forcez pas le trait, parlons un petit peu des risques ou du stress ou de l'évolution de la profession. Comment vous percevez tout ça? Alors l'évolution de la profession, il y a un facteur dont on parle souvent et dont j'ai déjà parlé à l'instant, justement, c'est la fatigue. Je pense, comme dans pas mal de domaines, dans pas mal de professions,
On nous demande de plus en plus et donc forcément les gens sont de plus en plus fatigués. Les temps d'escale sont de plus en plus réduits. Et ça, je dirais que si vous demandez aux pilotes l'évolution, ce serait sans doute, je ne peux pas parler en leur nom, mais ce serait sans doute ce qui serait ce qui serait dit en premier, probablement. Le mot risque, c'est un mot qu'on évoque. Justement, voilà, c'est pour ça que je parlais de ça, c'est qu'on parle beaucoup du risque fatigue. On en entend parler tout le temps. Parce qu'évidemment, selon la fatigue pendant un vol, si on est fatigué, on est plus à même de faire des erreurs. Et donc c'est pour ça que cette fatigue est très décriée et on se bat pour avoir des rythmes qui nous permettent d'être suffisamment reposés, ce qui est encore le cas, je vous rassure, et je rassure toutes celles qui nous écoutent, mais il faut être très vigilant parce que quand on est fatigué, on est moins bon que quand on est reposé, c'est certain. Donc, et on parle effectivement du risque de fatigue. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a du stress ? Comment il se manifeste, ce stress, s'il y en a ? Essayez de nous mettre un petit peu dans la tête d'un pilote de ligne. Alors, je ne parlerai pas de stress, je parlerai de concentration, de vision d'ensemble et plutôt de maîtrise que de stress. Vous voyez, de concentration, c'est exactement ça. Justement, quand on est stressé, on est très souvent moins bon. Alors, il peut y avoir un petit peu de stress, c'est jamais mauvais. Mais l'idée, justement, c'est de ne pas être stressé, c'est de connaître suffisamment bien ses procédures. Encore une fois, on est très entraîné. Donc, il y a une sorte de mécanique qui se met en marche, des réflexes presque pavloviens. On entend un mot, ça nous déclenche une procédure et on est quand même très rodé pour ça. Et ce qui, justement, limite le stress. C'est aussi pour ça que sont faites ces procédures. Il y a un vocabulaire choisi, tout le monde parle exactement le même langage. Vous voyez, tout ça est très normé. Et c'est justement pour éviter le stress, pour pouvoir se raccrocher à quelque chose de très concret. Alors, une petite question en lien forcément avec l'actualité. Est-ce que vous pensez que les choses seront différentes après cette période de confinement? Parce que on est quand même sur un sujet à l'échelle planétaire, est-ce que pour vous, il va y avoir... on va rebattre les cartes. On a entendu beaucoup de choses sur la fragilité de certaines compagnies aériennes. Quel est votre point de vue sur cette question ? Je crois que ça va être très très compliqué pour tout le monde, parce que je pense que c'est un des domaines qui aura le plus de mal à s'en remettre. Déjà de par l'ouverture des frontières qui va avoir lieu, à mon avis, dans un certain temps, plutôt certain que court. Les gens, je pense, vont, en plus de l'ouverture des frontières tardives, vont peut-être avoir un peu plus de mal à voyager, à être confinés dans un avion comme ça. Je pense que tout ça va prendre beaucoup beaucoup de temps. Et ça risque d'être assez compliqué. Là, actuellement, on est en chômage partiel. On ne travaille pas du tout, par définition. On ne peut pas faire de télétravail. Il y aura beaucoup d'embauches à venir. Ça risque d'être compromis aussi. Donc oui, non, je suis pas très optimiste. Bon, on va quand même essayer de finir cet entretien, Morgane, sur une note sympathique, enjouée et positive. Voilà. Est-ce que vous auriez un joli souvenir à nous raconter ou une jolie anecdote qui pourrait nous en dire encore plus sur cette audace que vous avez eue à un moment donné de votre vie? Un joli souvenir, il y en a beaucoup. On dit toujours que c'est le plus beau bureau du monde et c'est pour ça que j'incite toutes celles qui ont envie de le faire à le faire, parce que c'est vrai que c'est le plus beau bureau du monde. On est là, on profite vraiment du paysage dès qu'on en a la disponibilité. Et puis une anecdote que je raconte souvent, qui est en rapport avec ce qu'on disait sur les femmes dans le cockpit. Je me posais une fois à Paris, c'était à l'époque où j'étais sur Embraer, qui est un plus petit avion et les passagers ont plus de facilité pour passer une tête. Et donc une femme glisse une tête dans le cockpit et elle me dit « Une femme dans le cockpit, mais c'est extraordinaire. Mais vous pilotez quand même ?» Et alors là, je lui ai répondu « Ah non, moi vous savez, je suis juste là pour astiquer les écrans. » Et elle a tout de suite compris que c'était une blague. Et je me suis dit « Là, le féminisme a de beaux jours devant lui encore. » Eh bien, écoutez, on va essayer en tout cas de faire avancer les choses avec ce joli témoignage, cette très belle histoire. Je vous souhaite d'être encore plus heureuse dans les années à venir, malgré le coronavirus et les dégâts qu'on ne mesure pas. En tout cas, merci pour votre enthousiasme, Morgane, et puis bon vent et un gros bisou à votre petit Jules. Voilà, à bientôt, Morgane. Vous venez d'écouter un nouvel épisode des Audacieuses de Podcasters Media.
Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches. Vous pouvez aussi le dire sur les réseaux sociaux et nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et applications préférées. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com, onglet Contact. À très vite.